Bien, bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de déterminer la puissance d'une pompe qui va permettre de faire passer de l'eau d'un premier réservoir vers un second réservoir. Euh, voilà, et donc on a la pompe ici. Donc on a quelques données. On suppose que la variation d'altitude des deux surfaces est de 20 mètres, ici. On a un certain débit qui est ici de 5 litres par seconde. Et on a également quelques pertes de charge, donc qui peuvent être dues à différents phénomènes, les pertes de charge régulières au sein des conduites. On a aussi les resserrements au niveau où la conduite est reliée, par exemple, au réservoir. Ici, les coudes qui sont ici. Donc on a quelques pertes de charge de différentes natures. Tout calcul fait, on assimile à une perte de charge équivalente de 5 mètres, d'accord, donc à une colonne d'eau de 5 mètres. Et donc la question, c'est de déterminer la puissance de la pompe qui permet de faire fonctionner le dispositif. Alors, bien évidemment, lorsque vous avez un exercice pour un fluide en écoulement et qu'on vous parle d'une puissance, la bonne idée, c'est de penser au premier principe industriel. Voilà, en général, ça va permettre de résoudre l'exercice. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais considérer comme entrée, je vais me mettre directement à la surface. On pourra faire un cas plus compliqué ensuite, mais dans un premier temps, je vais directement me mettre à la surface. Donc je suppose que l'entrée pour appliquer mon premier principe industriel, ben, c'est la surface du réservoir 1 et la sortie, c'est la surface du réservoir 2. Donc ça, c'est mes entrées et sorties ici. Donc ben, j'indique ce que je fais. Donc j'indique que... Alors je suppose un régime stationnaire. Normalement, c'est la seule hypothèse vraiment pour le premier principe industriel. Il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait, hypothèses. Alors ça c'est raisonnable. Alors bien sûr on pourrait se dire au fur et à mesure qu'on transfère l'eau, le niveau ici descend et le niveau ici monte. Bon, on peut tout à fait supposer que les sections des bacs sont suffisamment grandes pour que durant le fonctionnement de la pompe, eh bien en fait les niveaux varient assez peu. Voilà. Donc c'est pas forcément une contrainte très forte, ou alors on suppose qu'on calcule la puissance de la pompe pour cette configuration-là et que plus tard dans le temps, ce niveau baissant et l'autre niveau augmentant, la puissance sera un peu supérieure, mais on se place dans ce cas-là. Mais disons avec des bacs assez grands, l'hypothèse est tout à fait réaliste. Alors à ce stade, je préfère en général fonctionner comme ça. Je vais pour l'instant négliger toutes les pertes. Donc je ne m'occupe pas des pertes de charge pour l'instant. Je fais comme s'il n'y avait pas de dissipation dans le système dans un premier temps. Donc pour l'instant, je néglige tous les phénomènes de dissipation et j'inclurai les pertes de charge dans un second temps. Voilà, on en tient compte et pour l'instant, ce HV est mis de côté et j'en parlerai plus tard. Et donc j'applique, donc je cite bien quelle est la loi que j'utilise, donc le premier principe industriel, je l'applique au fluide et donc il faut une entrée et une sortie et les entrées et sorties ont été définies. Donc alors, il n'y a plus qu'à écrire, dans un premier temps, on va déjà écrire le premier principe industriel, donc on va dire que le débit massique, la variation, donc entre guillemets, là c'est une variation spatiale, d'accord, de l'enthalpie massique, plus de l'énergie cinétique, plus de l'énergie potentielle, massique, va être égale donc à la puissance de la pompe, donc ça c'est l'aspect mécanique, c'est la puissance utile, ici la puissance de la pompe, plus la puissance thermique. Alors il y a plusieurs termes qu'on va pouvoir simplifier, donc je peux commencer par ce terme-là. Pour l'instant, je vais supposer que je néglige tout ce qui est dissipation. Donc pour l'instant, on néglige la dissipation. Et puis bon, ce problème n'est pas essentiellement un problème thermique. D'accord, on peut supposer que l'eau au début et l'eau à la fin sont globalement à la même température, qu'il n'y a pas vraiment d'échange thermique, par exemple, entre le point de départ et le point d'arrivée. En tout cas, ce n'est pas l'idée essentielle de l'exercice. Donc ça semble assez raisonnable. D'accord, on ne s'intéresse pas trop à ces aspects thermiques dans l'exercice. Ensuite, je vais également pouvoir négliger le delta de EC, bien simplement parce que je peux supposer que en fait EC2 comme EC1 sont égales à 0 quand on est à la surface. Et encore une fois, si on prend une surface qui est suffisamment grande, eh bien, on aura l'impression que le niveau du fluide est à l'arrêt à la surface. D'accord. Voilà, donc on est à la surface et on va dire comme ça, grande surface entre guillemets, grande entre guillemets car la surface est dimensionnée, mais disons la grande surface permet de supposer une vitesse quasi nulle du fluide à la surface. Voilà. Alors, les autres termes à évaluer, donc je vais continuer de l'autre côté avec les autres termes. Et donc
je vais donc avoir, alors on va faire le delta de EP qui est aussi assez simple à calculer, pour le delta de EP, donc ça, encore une fois, l'énergie potentielle ce serait mgz, on a bien pris, je ne sais pas si c'est forcément très clair, mais en faisant z comme ça, on va prendre z vers le haut, d'accord? Et donc simplement, là c'est l'énergie potentielle massique, donc le delta EP c'est gz2 moins gz1, on n'est pas la masse parce qu'on raisonne en massique, d'accord? Donc ici c'est simplement gz2 moins z1. Et le terme qui est un petit peu technique à calculer, c'est le delta H. Donc on va parler un peu plus lentement du delta H. Donc pour le delta H qui est ici, alors on rappelle l'expression de l'enthalpie massique. L'enthalpie massique, petit h, c'est l'énergie interne massique plus la pression sur la masse volumique. Alors, donc ce delta H, ce serait donc H2 moins H1, ce qui fait donc U2 moins U1 plus P2 moins P1 sur mu. Voilà, donc on a de l'eau, donc bien sûr pour l'eau on peut supposer que c'est un fluide incompressible. Hein. Ce n'est pas une hypothèse nécessaire pour appliquer le premier principe industriel, mais là pour l'eau on peut la supposer incompressible et prendre une masse volumique commune aux deux. Alors on voit dans les deux cas qu'on est à la surface, donc aussi bien en 1 qu'en 2 on est à la surface. Donc en conséquence, la pression, c'est la pression de l'air. Et bien sûr, la différence de hauteur de 20 mètres dans l'air ne suffit pas à faire varier la pression de façon significative. Il faudrait une hauteur de l'ordre du kilomètre. Donc ici, bien sûr, on peut dire qu'avec P1 égale P2 égale P0, la pression atmosphérique, parce qu'on est dans l'air. Et donc, ce terme-là va sauter. D'accord? Et il reste ce terme-là. Alors pour ce terme-là, on sait qu'a priori l'énergie interne c'est une fonction de la température et du volume. Mais en fait ce qui va se passer c'est que d'une part on a considéré qu'on a négligé les aspects thermiques. On suppose que l'énergie interne, encore une fois, il y a donc l'énergie interne, vous avez à la fois les aspects microscopiques, donc d'agitation thermique, et vous avez les aspects éventuellement on pourrait stocker de l'énergie en interne, disons si l'interaction entre les particules si le fluide se comprime, on peut imaginer qu'il y a de l'énergie interne dans la compression du fluide. Mais ici, on néglige les aspects thermiques, c'est-à-dire qu'on suppose que la température ne varie pas en fait, d'accord, ce n'est pas l'essentiel du problème ici. Donc forcément, on pourra dire que T1 égale T2 et le fluide est incompressible. Donc ça veut dire que le volume massique, par exemple, du fluide, ne variera pas entre l'entrée et la sortie. Donc en conséquence, la conséquence de ceci, c'est qu'on peut finalement supposer que si la température et le volume massique ne changent pas, U2 sera égal à U1. Et en conséquence, on peut aussi barrer ce terme-là. Voilà. Et donc finalement, le résultat est finalement écrit ici. Donc si on regroupe les termes, on va donc avoir que pour l'instant, donc je vais terminer, peut-être je vais pousser ça un tout petit peu, pour pouvoir continuer. Donc ça, je le descends un petit peu. Et maintenant, je reprends là. Et donc on en déduit que la puissance de la pompe, excusez-moi, la puissance de la pompe, ça va être égal donc à dm, il n'y a que le delta EP, donc c'est dm delta de EP, et ceci est égal donc à mu, la masse volumique, fois Q, le débit volumique. Le débit massique, c'est la masse volumique fois le débit volumique, et donc on aura delta EP qui est ceci, donc G, et Z2 moins Z1, ça s'appelle delta Z dans l'exercice. Donc voilà la première expression pour la puissance de la pompe. Et maintenant, on va rajouter les pertes de charge. Alors là, la puissance de la pompe est très simple à comprendre en fait. Vous avez juste à payer le coût énergie potentielle en fait. Vous avez vraiment votre système et puis vous imaginez que votre système, vous le prenez à la hauteur Z1 et Z2. Et donc ce que ça vous coûte, c'est simplement amener l'eau d'un point de départ à un point d'arrivée. Donc ça vous coûte le terme d'énergie potentielle divisé par la durée, et donc la masse sur le temps, d'accord. La masse sur le temps fait apparaître le débit massique. Voilà pour la réponse.
qui est assez simple, qui est très élémentaire ici. Vous payez le coût d'énergie potentielle dès le vélo, simplement. Alors maintenant, si on tient compte des pertes de charge, l'idée c'est qu'on sait qu'en fait les pertes de charge, elles sont essentiellement dues, donc elles sont équivalentes à une hauteur d'eau équivalente. Donc si on ne tient pas compte des pertes de charge, le problème, vu qu'il y a 5 mètres en équivalent de perte de charge, ça veut dire que pour l'expérience là, si vous prenez la puissance de la pompe qui est indiquée ici, cette première puissance de la pompe, eh bien en fait le problème c'est que vous avez 5 mètres de perte de charge, le fluide au lieu de passer de cette hauteur là à la hauteur 2, bah, il va arriver 5 mètres plus bas, quoi. Parce qu'il y a des frottements, pour dire plus simplement, qui va aller moins haut. C'est comme si vous lancez un objet vers le haut, connaissant la vitesse, vous pensez qu'il va à 20 mètres de haut, et s'il y avait des frottements qui correspondent à une perte, un frottement équivalent à une hauteur de moins de 5 mètres, eh bien, au lieu d'aller à 20 mètres de haut, il n'ira qu'à 15 mètres de haut. Donc en fait, les pertes de charge, si c'est une hauteur d'eau équivalente, ça se traite comme une altitude dont on voudrait monter l'eau, et simplement ça va être en plus, parce que forcément, dans ce cas-là, les pertes de charge, elles vont coûter en plus, d'accord, parce qu'il faudra donner plus pour atteindre la même hauteur du fait des pertes. Et donc finalement, en tenant compte des pertes de charge, il suffit de les rajouter à la fin. Et dans ce cas-là, la puissance de la pompe, eh bien, ça sera mu QG et donc delta Z plus les pertes qui incluent toutes les pertes possibles. Donc voilà pour le résultat ici. Voilà, on traite les pertes de charge finalement comme une hauteur d'eau équivalente, comme s'il fallait monter l'eau plus haut parce que forcément c'est un coût. Maintenant, si on veut faire l'application numérique pour terminer, il n'y a pas de grande difficulté, on fait juste attention aux unités. Donc on dit que la puissance de la pompe, c'est 10 puissance 3 en mètre cube par kilogramme. 10 puissance 3 kg par mètre cube, donc 10 puissance 3 kg par mètre cube pour la masse volumique. Pour le débit, il faut le remettre en mètres cubes, donc c'était 5 litres par seconde, donc ça fait 5 fois 10-3 mètres cubes par seconde. Bon, G, on peut arrondir à 10, on ne va pas se fatiguer, d'accord. Et on avait delta Z qui valait 20 et HV qui valait 5, donc ça fait 25 au total. Et finalement, 10 puissance 3 et 10-3 se simplifient. 5 fois 5, ça fait 125, fois 10, 1250. Si on arrondit, disons 1,3 kW pour la puissance de la pompe. Bon. Encore une fois, ce n'est pas une pompe considérable parce qu'il s'agit de soulever 5 litres par seconde sur 20 mètres. En gros, si vous prenez un litre d'eau et vous le lancez en l'air, ça doit être possible pour un être humain de lancer un litre d'eau à peu près à 10 mètres de haut en une seconde à peu près. Et donc là, en gros, il faut faire 5 fois plus ou 10 fois plus. Donc voilà. Ce que l'être humain va développer, c'est de l'ordre de la centaine de watts. Et là, il vous faut un peu plus que ce que fait l'être humain, enfin à peu près 10 fois plus. Voilà en gros pour l'exercice. Donc, sur l'exercice de base, si on résume, l'idée forte, c'est bien sûr de se placer au point les plus simples, donc entre l'entrée du bac et la sortie de l'autre bac, d'appliquer le premier principe industriel. Et il faut quand même discuter un peu du delta H qui est ici. Voilà, et après on rajoute les pertes de charge, mais comme une hauteur d'eau qu'on doit atteindre. Donc ça, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le principe. Alors maintenant, l'exercice en théorie s'arrête là. Je peux compliquer un petit peu en disant on aurait pu faire un peu différemment. Peut-être que certains d'entre vous auraient voulu appliquer le premier principe industriel simplement entre A et B. Donc peut-être que certains auraient souhaité appliquer le premier principe industriel simplement sur la portion AB. Alors c'est tout à fait autorisé, mais c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut être assez formateur, donc on peut essayer de regarder ce que ça donnerait. Donc si on tente d'appliquer le principe industriel sur cette portion AB, donc maintenant je fais, donc ça ferait, il y aurait toujours donc DM, je peux laisser DM, et donc le delta, dans ce cas-là, ce serait HB moins HA, plus ECB moins ECA, plus EPB moins EPA. Alors là, il y aurait bien la puissance de la pompe parce que la pompe, elle est bien ici, elle est bien au milieu, donc on a bien pris en compte la puissance de la pompe. Et comme tout à l'heure, je ne prends pas en compte pour l'instant les aspects thermiques, donc pour l'instant, je mets 0. D'accord ? Donc là, je rappelle, premier principe industriel de A à B. Alors maintenant, il faut être prudent parce que pas faire n'importe quoi. Donc on peut faire comme ça. Bon, c'est plus compliqué, mais on peut y arriver comme ça. Alors, donc si je mets donc puissance de la pompe, ça sera donc DM. Alors, bien sûr, pour l'instant, on va commencer. Là, ça fera GZB moins GZA. On n'est pas ni en 1 ni en 2.
D'accord? Maintenant, il y a de l'énergie cinétique, a priori, au niveau du point A et du point B. D'accord? On n'est pas au sommet. Donc là, il y aura 1 demi de VB carré, moins 1 demi de VA carré. Et puis, on aurait les enthalpies. Alors, pour les enthalpies, pour ce dernier terme, on peut quand même remarquer que l'idée, toujours pareil, pour l'énergie interne, on ne va pas la compter, d'accord? Parce que pour l'énergie interne, on va supposer à nouveau qu'il n'y a pas d'aspect thermique, que le fluide est incompressible, donc l'énergie interne, elle ne varie pas. Par contre, attention, la pression A n'a pas à être égale à la pression B. Donc pour le HB moins HA, il va quand même vous rester PB sur mu moins PA sur mu. Alors là, ça paraît beaucoup plus compliqué, on se dit, mais voilà. Ça paraît beaucoup plus compliqué. Alors on peut quand même s'en sortir en regroupant les termes comme ceci. On peut quand même prendre les différents termes ici et s'en sortir sans trop grande difficulté. Parce qu'en fait, on peut réécrire ça dm, facteur de gzb plus 1 demi de vb carré plus pb sur mu. Et ici, on peut écrire donc moins dm et les termes en a, donc gza plus va carré sur 2 plus pa sur mu. Et là, on se dit, mais est-ce que ça ne ressemblerait pas dangereusement à une relation de Bernoulli? Alors bien sûr, la relation de Bernoulli, je n'ai pas dit au départ, mais on ne pouvait bien sûr pas l'appliquer entre A et B, ni entre 1 et 2 directement, parce que vous avez la pompe au milieu, donc vous avez un apport d'énergie, donc bien sûr l'énergie mécanique du fluide va se conserver. Mais là, par contre, ce qu'on peut faire, c'est de dire qu'ici, on peut appliquer, donc on va se placer ici, et on va noter que dans cette zone-là, d'accord, ça c'est égal à quoi? Eh bien en fait, on va appliquer la relation de Bernoulli, entre 1 et 1. Alors là, c'est acceptable parce que on a bien un axe vertical orienté vers le haut, le référentiel est galiléen, le fluide est incompressible, on est en régime stationnaire, il n'y a pas d'apport d'énergie dans votre système, et on a négligé les phénomènes de dissipation, on est plutôt à haut nombre de Reynolds dans l'eau, donc les phénomènes de viscosité peuvent à peu près être négligés. Donc finalement, la relation de Bernoulli entre 1 et 2, encore une fois, on mettra les pertes de charge plus tard, donc elle est raisonnable, d'accord? Et donc ce terme-là, alors pardon, ça c'est le terme B, donc excuse-moi, il faut que je modifie un peu parce que là j'étais parti sur, je rechange un peu parce que là j'étais parti sur B, donc si je mets B, pardon, c'est entre, parce qu'il faut rejoindre le point 2, d'accord? Donc pour finir en 2, il faut aller de B à 2, d'accord? Donc là c'est entre B et 2, mais le raisonnement est le même, d'accord? Et bien ce terme-là, ça sera GZ2 plus 0, parce qu'on suppose que la vitesse en 2 vaut 0, et la pression en 2, c'est P0 sur mu. Et on fait pareil de l'autre côté, donc relation de Bernoulli entre donc 1 et A, et donc ceci, ça fait GZ1 plus 0, parce qu'on suppose qu'il n'y a pas de vitesse en 1, et par contre en 1, on est revenu en pression atmosphérique. Voilà, comme ceci. Et donc finalement, tout va se simplifier et on va bien obtenir, si on néglige les pertes de charge, on retrouve bien qu'on a dm g z2 moins z1, auquel il faut rajouter après, et puis après, on obtient que la puissance de la pompe, quand on rajoute les pertes de charge, ça devient dm g, donc delta z, et puis on rajoute en prenant en compte les pertes de charge, d'accord? Mais alors, vous voyez la méthode, on peut... Si on ne pense pas à appliquer directement de 1 à 2, si on veut se concentrer au niveau de la pompe, alors on peut faire le premier industriel, mais simplement il faudra bien faire attention qu'en A et en B, les vitesses et les pressions ne sont pas forcément simples à trouver, on ne les connaît pas forcément, et attention que les pressions ne sont pas non plus données par les formules hydrostatiques, parce que vous avez bien un liquide, d'accord, qui s'écoule, donc il faut appliquer la relation de Bernoulli. D'accord? Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer la relation de Bernoulli entre 1 et A, ensuite faire un premier principe industriel entre A et B, puis à nouveau la relation de Bernoulli entre B et 2, et finalement, vous retrouverez le premier principe industriel directement entre 1 et 2. Bien sûr, la méthode de 1 à 2 est à privilégier, elle est beaucoup plus simple, mais bon, faire l'exercice en 3 étapes comme ça peut être aussi assez formateur pour voir ce qui se passe et comprendre les différents termes, ce qu'on a le droit d'écrire. Voilà. Donc voilà pour cet exercice, mais
Encore une fois, l'idée générale, c'était essentiellement de remonter l'eau. Donc bien sûr, là, le terme qui allait compter, c'était le terme d'énergie potentielle. Il n'y a pas d'aspect de pression parce que vu qu'on revient à chaque fois à l'air libre, les effets de pression ne compteront pas. Alors ce qu'on a calculé, juste pour terminer, ce qu'on a calculé là, c'est en fait, c'est la puissance, je peux rajouter que ce qu'on a calculé là, c'est la puissance mécanique de la pompe. D'accord, ça c'est vraiment l'aspect mécanique de la pompe, c'est associé au travail utile. Bien évidemment, la puissance réelle de la pompe électrique devrait prendre en compte le rendement de la pompe. D'accord, pour avoir vraiment l'énergie que vous allez réellement dépenser. Là, il manque un rendement d'efficacité de la pompe elle-même. Voilà, je vous remercie.